Bonjour et bienvenue à votre bulletin de nouvelles de la Haute-Gaspésie, une présentation de Télévision Haute-Gaspésie et du journal L'Avantage gaspésien. Je suis votre humble serviteur Dominique Fortier, accompagné de mon fidèle complice et ami, M. Frédéric Deroy. Bonjour Frédéric. Bonjour Dominique. Alors, passez une autre belle semaine sous les intempéries, la pluie glaçante. Oui, cocktail météo, comme on entend souvent parler ces temps-ci. Présentement, lors du tournage, on avait du grésil, qui avait de la pluie juste avant, et demain, on va se les geler, Dominique. Alors oui, très difficile pour les conditions routières, alors il faut être prudent sur la route. Oui, très difficile sur les véhicules. Ma voiture qui subit son deuxième changement d'alternateur en un mois, donc effectivement, cet hiver gaspésien a quelque chose à nous donner, à se mettre sous la dent. Oui, très bon pour l'économie des garages, ta voiture, Dominique. Non, tout à fait, tout à fait. Côté nouvelles économiques, cette semaine, on apprenait une bonne nouvelle du côté de Capcha. Peut-être que l'entreprise Biotep ne sonne pas beaucoup de cloches à tout le monde. Ce n'est pas une entreprise qui est très présente sur la sphère médiatique. Même lorsqu'on regarde l'image à l'écran, bien peu de gens savent où se trouve ce bâtiment. Eh bien, c'est sur la route 132. C'est un petit peu en retrait derrière des maisons. C'est dans le secteur de Lens, près de la Pointe-aux-Goémons. L'entreprise Biotep se spécialise en biopesticides. Donc, c'est des pesticides biologiques pour s'attaquer à des problématiques dont les vers de pommes et certaines bactéries qui attaquent les arbres fruitiers. Alors, ça fait déjà quelques années que cette entreprise-là, qui a son siège social à Lévis, opère, fait de la recherche, principalement à son usine de Capcha. Et là, on apprenait qu'ils ont officiellement décidé de conserver leurs activités à Capcha, puisqu'on savait qu'ils pensaient peut-être agrandir et augmenter leur production. Donc là, on se posait la question à savoir est-ce qu'on déménage ailleurs, est-ce qu'on se rapproche du bureau chef. Mais bref, on a décidé de consolider les activités à Capcha. Donc, en ce moment, on envoie un produit fort qui s'appelle le ViroSoft, justement pour lutter contre le ver de pomme. On envoie ça en Oregon et à Washington. On veut développer un autre flanc du marché américain, plus dans l'Est, également la Californie et l'Amérique latine. Donc, on a eu beaucoup de support, notamment du gouvernement fédéral. Madame Leboutien en avait fait l'annonce ici même à Sainte-Anne-des-Monts. Et ils ont aussi reçu du soutien de la part d'un organisme œuvrant dans la santé au Canada et aussi de l'organisme Philaction. Donc, on croit beaucoup en cette entreprise-là et ils ont confirmé qu'ils avaient un projet de éventuellement agrandir l'usine de Capcha si on réussissait à aller justement conquérir ce marché-là. Donc, que rares sont les bonnes nouvelles économiques de Capcha, on va les prendre. Oui, c'est surprenant comment une entreprise aussi sobre ou qu'on ne voit pas, qu'on ne connaît pas. Sous le radar, c'est ça, est une clientèle qui va aussi loin que, en tout cas, possiblement la Californie. Donc, un beau succès pour cette entreprise qui est basée à Capcha. Donc, c'est une très belle nouvelle. Oui, tout à fait. Et la mairesse Marie Graton qui me confirmait justement que la ville allait continuer à accompagner l'entreprise pour ce qui est des demandes politiques ou demandes d'allègement de réglementation. Alors, on dit être très ouvert à s'arranger pour que l'entreprise puisse être heureuse et rester sur place. Oui, puis ça contraste un peu avec la saga Orbit, qu'on a toujours entendu il y avait des hauts et des bas et qu'on en entend beaucoup parler, mais pour les moins bonnes raisons. Effectivement. Et là, de voir une entreprise comme ça qu'on entend très peu parler, mais qui finalement... Pour les bonnes raisons. Oui, mais a une belle fiche à son actif. Donc, voilà. Mais d'ailleurs, Orbit qui va probablement recommencer à faire tourner l'usine sous peu. On va voir. C'est toujours excitant à suivre comme saga. C'est ce qu'on nous promet. Et évidemment, à chaque fois chez Orbit, on a un deadline supplémentaire. Là, on cherche de l'argent. Mais ben bon, ça c'est un autre dossier, comme on dit. C'est bon pour vendre de la copie. Dans un autre ordre d'idées, on en avait parlé récemment à notre bulletin de nouvelles. Les aînés de Sainte-Anne-des-Monts et des environs
faisait une demande pour avoir des services en ophtalmologie. On sait que c'est très difficile, très onéreux aussi, de devoir se rendre à Rimouski à chaque fois pour des examens, pour les suivis, pour la chirurgie et parfois lorsqu'on a des problèmes avec les deux yeux, mais on doit répéter le processus en entier à 2 reprises. Donc en plein hiver, c'est encore moins le fun et lorsqu'on a des cataractes dans les 2 yeux, ça conduit mal en pleine tempête de neige. Donc bref, pour ces raisons-là, une pétition contenant pas loin de 2000 noms, même un peu plus, je crois, avait été acheminée au 6. On avait reçu aussi l'appui du maire des Chênes et du préfet Cormier pour pouvoir faire avancer ce dossier-là. Eh bien, le 6 a répondu favorablement à une rencontre avec Mme Blanchard et Mme Jeanne d'Arc, qui étaient les 2 principales investigatrices. Chantal Duguay elle-même a été les rencontrer avec Joanne Méthode, son adjointe, et Dr. Alain Vézina, qui est le répondant local ici en Haute-Gaspésie. Alors, ce qui est ressorti de cette rencontre-là, c'est qu'évidemment, on se dit très sensible aux besoins de la population, mais que pour l'instant, on doit bien sûr vérifier les disponibilités pour des ophtalmologistes à venir à Sainte-Anne-des-Monts. Donc, on se tournerait vers une solution à court terme pour l'instant. Et ce court terme consiste à prendre les gens, à organiser des navettes et les envoyer vers les hôpitaux de Maria ou Gaspé qui ont déjà les services d'ophtalmologie au lieu de les envoyer vers Rimouski. Avant d'entendre ton commentaire, Fred, ce qu'on dit du côté du 6, c'est qu'on a déjà l'expertise localement dans le 6 Gaspésie et que les temps d'attente seraient de 1 à 3 mois versus 9 à 12 mois à Rimouski. Alors voilà. Donc, une réponse un peu décevante. Se rendre à Rimouski est plus rapide et moins dangereux que de se rendre à Gaspé en partant. Maria, il y a le parc à traverser, tout ça. Donc, le côté sécurité qui faisait partie un peu du calcul chez les aînés qui demandaient le service n'est pas vraiment respecté avec cette solution-là, parce que traverser le parc en hiver ou aller à Gaspé en hiver, c'est une coche de plus, une coche de plus que d'aller à Rimouski. Donc là, je serais curieux de voir vraiment les chiffres d'attente. Là. C'est sûr que le 6 va prêcher pour sa paroisse, mais c'est assez décevant comme réponse. C'est sûr que c'est une solution à court terme, ce qui laisse envisager qu'il y aurait peut-être une autre solution qui viendrait par la suite. Entre toi et moi, Dominique, ça m'étonnerait. On ne sent pas une volonté de vouloir établir le service à Sainte-Anne-des-Monts. Surtout qu'on l'a déjà dans 2 autres hôpitaux. Ben oui, mais donc on l'avait dit un peu en sourire en coin au show de gars, mais on a tous les services qu'il faut ici si on a un automobile. Donc c'est un peu ça. Hein? C'est la Haute-Gaspésie, faites de la route, puis au pire, on va vous noliser un petit autobus. Mais pour dire on va vous offrir les services sur place, ça c'est. On est loin de la coupe aux lièvres. Et pardon. Ouais. Et comme on le mentionnait lors de la rencontre entre les représentants du 6 et le Club des 50 ans et plus, c'est que la solution à long terme, évidemment, ça va prendre du temps avant qu'on analyse tout ça et qu'il y a la disponibilité de l'ophtalmo, mais également le prix des équipements qu'il faudrait installer à l'hôpital de Sainte-Anne-des-Monts. On parle d'entre 500 et 600 000 $ au bas mot. Donc, ce sont des considérations à voir. Donc, on peut s'imaginer du long terme dans le secteur administratif et bureaucratique de la santé. C'est pas demain matin. C'est sûr, mais c'est surtout dans le ton du discours, c'est de ne pas sentir qu'il y a une volonté de vraiment venir offrir le service ici. Donc, on le voit où ils veulent en venir, c'est venez dans les hôpitaux qu'on a déjà le service, plutôt que, oui, on comprend, puis on va tout faire pour le plus tôt possible essayer de vous offrir le service. C'est pas ça le discours, là. On le sent tout de suite vers où on veut aller. Et la défaite ou le discours du prix se comprend, mais en même temps, c'est trop facile de tomber là-dedans. On aurait pu avoir, ou on avait sûrement le même discours avant pour les chaises d'hémodialyse, en disant il n'y a pas assez de monde ou ça va coûter trop cher, on ne peut pas le faire. C'était à force de pression mais au final, et politique. Ça a coûté 1 million de dollars pour couvrir l'ensemble de la Gaspésie. Même le bon docteur Barrette l'avait dit lui-même lors de son passage en Gaspésie. Ça coûtait juste ça, on l'aurait fait avant. Ben oui, mais des fois,
on va rapidement sur le budget en disant qu'on n'a pas d'argent. À quelque part, c'est pas tant de l'argent qui est souvent le problème, c'est la volonté de le faire. Et là, dans la réponse qu'on a eue, et même suite à ton article, le CIS a décidé de répondre, mais en se payant un espace dans le journal. Donc, de ne pas avoir à répondre à des questions. Voilà notre texte officiel. C'était un peu trop facile, donc on n'aborde pas, on y va pas franchement dans le sujet et on ne répond pas aux besoins de la population. Surtout, c'est une frange de la population qui est quand même un peu plus vulnérable. Là. Donc, c'est des services de base, c'est la santé et encore une fois, on sent que on ne vit pas au bon endroit au Québec pour avoir des services de santé. Et l'organisme qui s'occupe de nous, qui est supposé s'assurer que tout le monde a le service, la Haute-Gaspésie, on dirait, en tout cas, on a une vague impression que c'est pas c'est pas la MRC qui est priorisée avec le CIS. Donc, peut-être que c'est une impression, mais pour que des élus sortent, là, pour que le maire se mouille, pour que le préfet se mouille dans des dossiers qui ont rapport au CIS, c'est pas la première fois. Non. Je veux dire, les élus, d'habitude, sont plus, essaient d'être diplomates, mitigés, mais pour qu'ils prennent position franchement sur des choses comme ça, il semble qu'il y a un problème avec la Haute-Gaspésie par rapport au CIS. On voit rarement Daniel Côté faire des sorties contre l'hôpital de Gaspé. Non, c'est ça. Mais est-ce que les services sont distribués inéquitablement sur le territoire? En tout cas, on a une impression ici dans ce sens-là. Il faudrait voir les chiffres officiels, mais disons que pour l'instant, je ne suis pas impressionné par rapport aux services offerts en Haute-Gaspésie. Et sur cette note, on passe à un tout autre sujet, mais tout aussi divertissant et irritant à la fois. Ça s'est passé à la Chambre des communes à la période de questions du mardi 5 février dernier, alors qu'un député conservateur de l'Alberta qui, en anglais, s'adresse à Mme Diane Boutillier pour lui demander pourquoi on n'aurait pas le fameux rapport d'impôt unique géré par Québec. Alors, les conservateurs qui prenaient pour la proposition de M. Legault en ce sens-là. Donc, Mme Leboutillier qui donne sa réponse en français. Et par la suite, une question de relance par le député de Mégantic-l'Érable, Luc Berthold, qui, en prémisse de questions complémentaires, dit à Mme Leboutillier « Ah, c'est pas pareil lorsque nous, on pose des questions en français et en anglais et on obtient seulement des réponses en français. » En semblant un peu se révolter contre les réponses uniquement francophones de Mme Leboutillier, qui, elle, n'a pas manqué de lui répondre en lui disant « Je suis une fière Québécoise et je ne veux pas être gênée de parler en français. » Et voilà. Donc, ce qui est le plus dérangeant ou ce qui fait le plus mal dans tout ça, c'est qu'un Québécois accuse une Québécoise de parler en français à Ottawa. Donc ça, en partant, c'est assez ordinaire. J'espère qu'il y a honte, là, puis qu'il y a de la misère à dormir ces temps-ci. Là, il a fait son mea culpa par la suite. Mais c'était pas fort. Et de voir aussi, en plus, la réaction de ses pairs autour de lui qui osent pas trop l'encourager. Il dit, mais il s'en va où avec ça? Donc, on sentait le pied dans la bouche. Ouais, c'est ça. Et faut-il se rappeler que la majorité des députés au fédéral sont unilingues anglophones. Et peu font d'efforts pour apprendre le français. Et peu ou presque pas du tout, oui. Donc, on a... Bon, théoriquement, il y a 2 langues officielles au Canada. Là. Je le dis en y croyant très peu. Là. Mais légalement, le français a autant de valeur que l'anglais. L'anglais et le chinois, c'est ça que tu voulais dire? Oui, c'est ça. Et donc, c'était sorti de nulle part et c'était totalement gratuit. Donc, puis en plus, Mme Leboutillier fait de gros efforts pour apprendre l'anglais. Elle ne se sent pas à l'aise encore pour discuter ou répondre aux questions en anglais. Elle avait été faire une immersion à Fredericton dans une université en début de mandat pendant quelques semaines. Donc, donc c'est pas par manque d'effort. Donc, on peut reprocher des choses à Mme Leboutillier, mais en même temps, comme tout autre député. Mais là-dessus, c'était totalement gratuit et tant qu'à moi, inacceptable. Donc, mais ça...
ça a mis en valeur là, un beau Québécois colonisé là, qui veut montrer à ses amis anglais qu'il est capable de brasser les francophones. Donc, un beau fail pour notre ami Berthold. Et voilà, et comme tu disais, un député du Québec, c'était particulier. C'est très ordinaire. Ouais. Et pour conclure ce sujet-là, j'ai tenté de comprendre d'où venait le commentaire. Et ce qu'on semblait expliquer, c'est que c'était en réponse à une affirmation de Justin Trudeau qui disait que les questions concernant les rapports d'impôts étaient toujours posées dans la même langue. Donc, bref, c'était plus ou moins clair. Ouais. Puis ce qui était dans toute cette aventure-là, ce qui passait, ce qui était aussi cocasse, c'est qu'un Albertain veut défendre un dossier du Québec, ce qu'on n'était pas habitué depuis les derniers temps. Là. Pat Kelly, on sait ce nom-là. Ouais, donc, situation assez cocasse, dirait-on, à Ottawa cette semaine. C'est beaucoup plus divertissant qu'on le croit d'écouter la Chambre des communes. Oui, juste pour Jacques Gourde, ça vaut la peine. Écoutez Infoman si vous ne connaissez pas M. Gourde. Oui, et c'est un abonné. Ouais. Et j'avoue que Mme Leboutier devient de plus en plus abonnée à oui, Infoman. Elle prend du galon à Infoman. Oui, tout à fait. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle? Ça, on ne le sait pas, mais bon. Elle a de la présence médiatique gratuite. Voilà, exactement. Voilà. Et sur ça, mon cher Fred, on fait une courte pause et on revient avec les nouvelles de la Haute-Gaspésie. Alexis, c'est un petit gars très actif, toujours souriant. C'est un petit garçon qui a beaucoup d'énergie, donc des jeux pour lui, c'est important pour dépenser de l'énergie. Il aime beaucoup, il y a les jeux d'eau qu'il aime, aller jouer au hockey-ball, aller faire du vélo avec les amis. Il y a le soccer aussi qu'il aime beaucoup. Alexis, c'est un garçon très enjoué, fonceur, très ordonné. Ces petites autos, il sait tout ce qu'ils sont. Tu vas lui demander telle petite auto ce qu'elle est, puis il va te le dire tout de suite. C'est vraiment remarquable, même. C'est un petit garçon qui ne veut jamais déplaire. Un jour, je voulais monter sur le tracteur à gazon. Le chauffeur m'a pas vu et les lames ont coupé ma jambe. On a appelé l'ambulance, puis on a monté, nous autres, à un hôpital le plus proche pour les soins d'Alexis, là. Tu sais, j'ai toujours essayé, là, ma devise a tout le temps été « La vie doit rester le plus normale possible ». Alexis a toujours continué ses activités. Des fois, il faut adapter, mais tout peut se faire quand même. L'association des amputés de guerre, c'est rien que du bien. Je pense que pour avoir eu ça, je sais pas si on serait rendu à ce point-là. Puis c'est les ressources humaines que tu vas chercher. Tu vois du monde comme Alexis, puis à d'autres stades. Puis ça fait du bien de les voir persister de même, puis qu'ils se débrouillent très bien dans la vie. Là. Un accident comme celui d'Alexis, ça n'arrive pas juste aux autres. Un petit moment d'inattention et c'est fait. J'ai un message pour tous les enfants. On doit toujours rester loin des tracteurs à gazon parce que c'est dangereux. Jouez prudemment. Alors, nous sommes de retour nous sommes de retour à votre bulletin de nouvelles de la Haute-Gaspésie. Et excusez-moi le fou rire, je disais à mon collègue Frédéric que maintenant on passait aux choses sérieuses. Oui. Alors, on va parler de ton homonyme. Alors, Fred de Val d'Espoir. Oui, Fred la marmotte, tu veux dire. Exactement. Alors, bien, tradition le veut à tous les hivers, à l'approche du printemps, la célèbre marmotte de Val d'Espoir fait sa sortie publique pour dire si le printemps sera hâtif ou tardif. Alors, on sait que... Roulement de tambour. Roulement de tambour. On sait que depuis un an, c'était le rejeton de Fred Senior, Fred Junior qui faisait la prédiction. Okay. Fred Senior ayant pris sa retraite. Est-ce qu'on a les statistiques de Fred Senior? Est-ce qu'il se trompait souvent ou... On dit qu'il y avait une bonne moyenne au bâton. Ah, OK. Mais là, revirement de situation cette année, alors que M. Roberto Blondin, le parrain des marmottes, a été dans la tanière chercher la dite marmotte, eh bien, Fred Senior, alors grand-papa, était toujours debout et Fred Junior dormait. Alors, celui qu'on voit à l'écran, c'est Fred Senior. Ah. Donc, c'était le grand retour de la vieille marmotte
Ah, et on l'a sorti de la retraite. Oui, pour une dernière prédiction. Et il nous a annoncé un printemps tardif. Ah. Bon, on va faire du ski un peu plus longtemps. Mais en même temps, c'est de concert avec ce que Météo Média nous promettait en début d'hiver, soit un hiver neigeux, froid et très long. OK, d'accord. Alors, ce que tu me dis, c'est qu'une marmotte ou Météo Média sont aussi efficaces un que l'autre pour prédire la météo. Je te laisse ton interprétation sur le sujet. Mais bref, Fred nous annonce un printemps tardif. Et on sait que cet événement-là, à Val d'Espoir, moi, ça m'amuse bien gros lorsque je vois les commentaires sur les réseaux sociaux des gens dire « Ouais, mais c'est pas scientifique, puis c'est une marmotte. » Oui, on le sait que c'est pas scientifique. Ça se veut une tradition folklorique. Oui, et pour analyser souvent les prévisions à long terme de Météo Média, je vous dirais que ça n'a pas l'air scientifique non plus. Encore là, tes opinions. Ouais, c'est ça. On s'amuse. Là. Et voilà. Je veux pas de poursuite de Météo Média. Surtout pas, surtout pas. On poursuit dans un autre ordre d'idée cette fois-ci avec Maude Patterson, une Madeleino-riveraine, donc Oui. une petite fille de Sainte-Madeleine, la Rivière-Madeleine pour les intimes. Elle a participé au grand défi Bâtir ma région l'année dernière et elle avait remporté le grand coup de cœur du jury pour son projet Porter la Gaspésie. Alors, c'était des chandails qu'elle avait confectionnés avec ses propres logos, voulant en quelque sorte sensibiliser les gens aux problèmes socio-économiques de la région, à la dévitalisation et à la baisse démographique. Donc, au travers différentes ventes qu'elle a faites au courant de l'année, donc une fois que le projet était terminé, elle a poursuivi la vente de ses chandails. On peut toujours en acheter d'ailleurs sur par le biais de sa page Facebook Porter la Gaspésie. Alors, une partie des profits qui a été amassée a été remise à l'organisme du Centre de pédiatrie sociale de la Haute-Gaspésie, puisqu'on sait qu'il ratisse quand même assez large d'un bout à l'autre de la MRC. Oui. Alors, c'était une façon pour elle de démontrer son engagement communautaire. Alors, c'est 843 $ qui a pu être remis à l'organisme. Donc, chapeau, une petite jeune qui a tout entrepris le processus de A à Z. Elle l'a fait cette entreprise-là seule. Donc, il y avait beaucoup de gens qui participaient au grand défi, soit comme une classe ou 2-3 personnes. Elle, c'était un projet individuel. Alors, chapeau pour la petite Maude de Madeleine qui a bien réussi son projet. Ben, c'est beau de voir très jeune comme ça le sens de l'entrepreneuriat, mais le sens de la communauté aussi. Donc, en espérant que ce sera une jeune qui va rester dans la région et continuer à développer le territoire comme elle fait déjà. Bravo. Effectivement. Donc, on poursuit cette fois-ci avec le Nordais de la Haute-Gaspésie. Oui. Alors, on sait qu'on est en pleine série éliminatoire. Alors, nos 2 premiers matchs se sont soldés par des défaites contre Cause-Abscal, 7-2, 6-2. Ça a été difficile. On a vu qu'on avait certains problèmes pour parfois relancer l'attaque. On était très bombardé par des Causaps caliens qui étaient assez en forme. Du côté aussi de leur gardien de but, Alexandre Michaud, très solide dans sa bulle, laisse pas grand-chose passer. Donc, malgré tous les bons marqueurs qu'on a à Sainte-Anne-des-Monts, ben, on dirait qu'il va falloir aller chercher encore plus creux dans le gallon d'essence si on veut revenir de l'arrière. Ce ne sera pas une mince affaire, mais c'est possible. Et peut-être que l'équipe pourra justement profiter du fait que Benoît Anctil a été officiellement sacré meilleur pointeur de la Ligue. On le savait déjà, on est tous capables de lire les statistiques. Ça a été officialisé hier. Il y aura d'ailleurs une petite cérémonie en fin de semaine à Cause-Abscal pour le souligner, puisque ça se fait samedi à la grandeur de la Ligue et le match a lieu à Cause-Abscal. Okay. Si tu me demandes pourquoi un joueur de Sainte-Anne va être honoré là-bas, voilà pourquoi. Et d'ailleurs, il a aussi été voté comme joueur le plus utile à son équipe. Excellent. Alors, un double honneur pour Benoît Anctil, qui le mérite amplement, le petit numéro 22 du Nordais. Alors, c'est amplement mérité. Et peut-être rapidement mentionner que Ken Dufresne a été nommé défenseur de l'année. Il est pour les Corsaires de Forillon. Et justement, le fameux Cerbère du laser de Cause-Abscal, Alexandre Michaud, qui laisse rien passer depuis le début des séries, bien, ce fut le gardien de l'année, sans grande surprise. Il a
Gaulé. Il a joué la majorité des matchs de son équipe et on sait, le Laser a fini avec une place enviable au classement. Donc, félicitations à ces joueurs-là qui se méritent des hommages et les séries se poursuivent, comme on le disait, en fin de semaine. Alors, samedi, ce sera à cause abscale. Et dimanche, on revient à la maison pour le 4e match. Espérons que ce ne sera pas un ultime match pour le Nordais. On aimerait que l'aventure puisse se perpétuer. Oui, tirer le plaisir un peu. Ben oui, tout à fait. Et aussi, une petite nouvelle dans le monde municipal. Oui. Alors, on serait sur le point d'en finir avec le dossier de l'ébullition de l'eau, mon cher Fred. Oui, dans le fond, j'ai vu passer sur Facebook cette semaine Monsieur le maire qui nous donne des nouvelles de temps en temps. Et par rapport à la chloration de l'eau, donc on est en train là, de faire des travaux. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que par rapport à la dose de chlore, c'était un peu un mystère, là, combien de chlore va avoir dans l'eau. Donc, on va avoir une proportion de 0,35 mg par litre d'eau de chlore gazeux. Comparativement aux grandes villes, on parle de 1 mg jusqu'à 1,5 mg. Donc, dans la mauvaise nouvelle du fait qu'on va avoir de l'eau chlorée, ben, on est quand même pas mal au minimum. On est vraiment en deçà de ce que les grandes villes vont avoir dans leur eau. Fait qu'on est à 0,35 mg au lieu de 1 ou 1,5. Et rapidement, dans le fond, on reçoit le reste des équipements autour du 11 février. Et on devrait avoir l'eau chlorée à partir de fin février, début mars. Et ça va prendre à peu près 1 mois d'utilisation avant de lever l'avis d'ébullition. Donc, en avril, on devrait être pas mal plus d'avis d'ébullition et on peut boire l'eau directement du robinet pour ceux qui avaient arrêté de le faire. De lever un avis d'ébullition qui date depuis je sais pas quand, après plus de 2 ans, je pense. Donc, c'est une longue saga qui est sur le bord de se terminer. Et seulement dans les écoles, le fait de pouvoir boire aux fontaines directement, de ne plus avoir à gérer des réservoirs d'eau, des bouteilles d'eau, des trucs comme ça va être vraiment une bonne nouvelle pour tout ce qui est les grosses institutions publiques, hôpitaux, écoles, etc. Donc, oui, puisqu'on sait que ça a été un encombrant épouvantable pour les commerçants. Ouais. La microbrasserie avait eu des problématiques suite à ça. Explore en mer avait été installé, sa prise en mer. Alors, on s'entend que oui, effectivement, ça a été très générateur de plastique, là, cette histoire-là. C'est affreux comment il s'est vendu des bouteilles de plastique. Surtout au début à l'école, on donnait des bouteilles individuelles. On a été ensuite avec le système de gros réservoirs sur un petit truc là, distributeur. Mais il reste que c'est un peu long là, comme délai, mais la ville a fait toutes les étapes. La ville n'a pas perdu de temps, dans le fond. C'est juste que... Le processus est long. C'est ça, le processus est long et on a quand même essayé de ne pas aller vers la chloration, mais bon, le ministère nous l'a rentré dans les dents, donc pas le choix. Et on sait qu'à la base, tout ça était pour 2 événements très, très isolés, 2 petites particules qui avaient été trouvées bêtement à un court laps de temps, mais à une source en particulier, donc ce n'était pas généralisé, là. Non, mais vu les règlements par rapport à l'eau potable et aussi le nombre d'habitants que Sainte-Anne-des-Monts a, parce qu'on aurait eu moins d'habitants qu'on n'aurait peut-être pas été obligé. Donc, plus il y a d'habitants, plus c'est sévère par rapport à l'eau, là. Donc, c'est ça. Mais tout a été fait dans les règles de l'art. Le processus a été suivi. Il n'y a pas eu de négligence de Sainte-Anne-des-Monts. Ça a juste été long parce que c'était long. Mais on en vient à bout, là. Donc, en avril, on devrait être plus d'avis d'ébullition directement au robinet. Ceux qui ne veulent pas de chlore, ben, vous laissez seulement reposer l'eau dans un pichet dans le frigo. Le chlore va s'évaporer. Il n'y en aura plus le lendemain. Ben voilà, alors une bonne nouvelle. Et on espère en même temps qu'avec la venue de ce nouveau gouvernement, que parlant d'eau potable, on puisse enfin régler le fameux dossier à la Marthe, ça aussi on nous le promet depuis fort longtemps. Je me suis entretenu avec Marie-Ève Proulx, la ministre régionale de la Gaspésie, du Bas-Saint-Laurent, des Îles-de-Madeleine et de Chaudière-Appalaches, qui me confiait que les programmes existent toujours, donc reste maintenant à la municipalité de faire ses travaux. On espère que ça pourra cette fois-ci être la bonne. Ça aussi, c'est une très longue saga. Oui, très longue saga. Et encore là, on parle avec des gens de la Marthe qui n'ont jamais arrêté de consommer l'eau et disent
on peut la boire pareil, mais bon, rendu là, Ouais. c'est un choix très personnel. là. C'est ça. Alors, sur ça, mon cher Frédéric, ça tire déjà à sa fin. Je te remercie énormément d'avoir été des nôtres encore une fois. Ça fait plaisir. Aujourd'hui. Alors, mes chers auditeurs à la maison, c'était Dominique Fortier qui vous convie à un autre bulletin de nouvelles de la Haute-Gaspésie dès la semaine prochaine. Merci et à la semaine prochaine.